Écoutez, bonjour, désolé pour ces problèmes techniques. Mais là, il y a 11 universités en visioconférence. Ils nous ont branché les derniers, ils ne nous voient pas. Et je ne suis pas sûr qu'ils nous entendent. Nous, on les entend en tout cas. Donc, on va débuter parce qu'à 13h15, on doit libérer la salle parce qu'il y a un cours ici réel qui n'est pas en visioconférence. Pierre-Philippe, le son, ça va, c'est bon? Merci. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des iPads et des tableaux blancs interactifs à l'école. Un bilan d'enquête qu'on a réalisé avec mon équipe. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je sais qu'il y a des futurs enseignants dans la salle de classe, des doctorants, il y a un peu partout, un peu plein de sortes de personnes. Rapidement, je vais vous présenter un contexte qui m'a amené à vous parler de ça. Les objectifs de la conférence, la méthodologie, les principaux résultats des enquêtes qu'on a menées et une conclusion qui sera, je pense, importante pour vous toutes et vous tous qui allez être ou qui seraient enseignants un jour. Donc, pourquoi cette recherche? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les technologies occupent une place importante dans notre société, dans la vie des jeunes. Juste pour vous donner quelques exemples, il y a 15 ans, Google n'existait pas et aujourd'hui, c'est plus de 3 milliards de recherches par jour. Quand vous regardez les salles de classe au Québec, on va en reparler tantôt, qui sont équipées soit d'ordinateurs portables, soit d'iPad, le plus grand problème que les enseignants rencontrent, c'est quoi? Les directeurs ne vous le diront pas directement, mais les enseignants ou les élèves vont vous le dire, c'est les élèves qui sont sur Facebook. Hein? En salle de classe, pendant que l'enseignant parle, bien, ça n'existait pas en 2004. Et il y a d'autres innovations dans notre société qui changent vraiment la façon dont on pense les technologies à l'école. Si vous avez entendu des Massive Open Online Courses, ce sont 20 millions d'étudiants sur Terre qui suivent des cours comme ça en ligne, des cours auxquels sont inscrits en même temps 300 000 personnes. Donc, les technologies sont très, très, très présentes dans les salles de classe. Moi, j'ai quand même un problème avec les enseignants, pas tous, mais certains. Beaucoup d'enseignants, on entend ça, ils nous disent « Ah, mais les élèves, là, c'est les experts des technologies. » Bien, moi, je peux vous dire qu'on a rencontré en focus group, en entrevue, on a rencontré à l'aide des questionnaires, on a sondé des élèves. Moi, je peux vous dire que les élèves, ils sont experts d'une chose, c'est certain. Au secondaire, ils sont experts de Facebook. C'est certain. Hein? Mais ils ne sont aucunement experts de l'apprentissage. Alors, il faut enlever tout de suite ce mythe-là. Ils ne sont pas experts de l'apprentissage, absolument pas. C'est les enseignants. Et donc, pour que ça marche à l'école, hein, il ne faut pas se mettre à faire nécessairement Facebook avec vos élèves, absolument pas. Non, il faut arrimer les deux expertises, arrimer peut-être les deux intérêts. Donc, c'est un des volets qui m'a amené à vous parler de ça. Un autre volet, c'est quoi? C'est que depuis l'an dernier, on retrouve des milliers d'iPads dans les écoles du Québec et d'ailleurs dans le monde. Écoutez, on parle de millions d'iPads vendus, de millions d'iPads dans les écoles, plus que 5 millions dans les écoles des États-Unis, iPads obligatoires en salle de classe au quotidien. Actuellement, c'est plus ou moins 10 000 dans les écoles du Québec, c'est-à-dire 10 000 élèves qui, au quotidien, ont leur iPad en salle de classe avec un enseignant qui tente de parler devant la classe. Hein. Plus ou moins 25 000 au Canada, des milliards d'applications téléchargées, de livres téléchargés, etc. Mais malgré tous ces chiffres, il ne faut pas se le cacher, hein, il y a une question qui demeure quand même. Et est-ce que l'iPad à l'école, à quoi ça sert vraiment? Est-ce que ça sert à faire apprendre, hein, ou est-ce que c'est une stratégie de marketing? Concrètement, il y a beaucoup d'écoles qui ont triplé leur clientèle avec l'iPad. On met l'iPad, les élèves s'inscrivent. Hein? C'est populaire, c'est bon, c'est le fun. Mais est-ce qu'on apprend vraiment? Ça, c'est une autre erreur qu'on fait aussi en éducation. Hein? Dans beaucoup de cas, les technologies, ah oui, c'est amusant, c'est le fun. Est-ce qu'on apprend vraiment avec ça? C'est une question qu'il faut garder à l'esprit. Donc, premier contexte. Deuxième contexte. On a au Québec, depuis peu de temps, des tableaux blancs interactifs dans de plus en plus de salles de classe, dans de plus en plus d'établissements scolaires. Hein? On a eu une politique qu'on peut qualifier d'agressive, un gouvernement qui a pris une décision de mettre en place des tableaux blancs dans beaucoup de salles de classe, ou plutôt de financer leur mise en place. Hein? Et il y a eu, ça a fait couler beaucoup d'encre aussi, les tableaux blancs interactifs. On parlait des fois du nombre au tableau blanc, d'un bilan noir du tableau blanc, etc., etc. Peut-être, si vous suivez l'actualité, il faut lire des fois plus attentivement ce que les journalistes disent, parce que si vous lisez l'article là-dessus, les journalistes, qu'est-ce qu'elles vont vous dire? C'est qu'elles vont juste, des fois, pointer sur un élément des résultats de recherche. Hein. On a interrogé des enseignants pour leur demander leur opinion sur le tableau blanc interactif. 100% ont trouvé des avantages au tableau blanc. Hein. Et
parmi les avantages, on y reviendra tantôt, organisation, accès à l'information, etc., etc. 86 % ont trouvé des désavantages. Moi, ça me surprend parce que si je vous demande, c'est quoi les désavantages d'un cours à l'université, de votre chum, de votre blonde, vous êtes 100 % en général, vous devriez trouver des désavantages. Moi, ça m'a surpris. Il y en a 14 % là, qui ne trouvaient pas de désavantages au tableau blanc. Mais pour la journaliste, c'est équivalent à un bilan noir. Alors là, chacun son interprétation des faits. Mais les faits, c'est quoi? C'est que 14 % d'enseignants n'ont trouvé aucun désavantage. Pour faire bref, les tableaux blancs interactifs, ce qu'il faut comprendre, et on verra avec les résultats de notre recherche qu'on a faite, c'est que dans certains endroits, c'est vrai qu'ils ne sont pas utilisés. Tout à fait. Dans certains endroits, il y a des enseignants qui ont quitté l'école au mois de juin, sont arrivés en septembre en salle de classe. Leur tableau vert, on avait vissé un tableau blanc interactif par-dessus. Ils n'ont rien demandé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien, il y en a certains, et on l'a vu, hein, qui ont mis un tableau vert à roulette par-dessus le tableau blanc interactif qui était vissé par-dessus le tableau vert. Ça fait cher. Et il y en a d'autres, dans des écoles pas très loin d'ici, sans les nommer, où est-ce qu'on regarde la télévision dessus le vendredi après-midi. C'est cher. 12 000 $ la télé, c'est moins cher dans des grandes surfaces, des grands magasins. Mais bon, donc, mais ce n'est pas la norme nécessairement. Puis en même temps, est-ce qu'on peut blâmer les enseignants pour ça? Il y en a qui ne l'ont pas demandé, on a forcé ça. Ce n'est pas la façon de faire nécessairement. Donc, en bref, on y reviendra, la liste des avantages dépasse quand même les défis. Mais il faut quand même aussi se poser des questions là-dessus. Vous savez, au Québec, dans vos cours, ceux qui êtes futurs enseignants, on va vous parler de pédagogie ouverte, de pédagogie par projet, etc. Qu'est-ce qu'on remarque avec le tableau blanc interactif? Les enseignants, ils vont enseigner de façon magistrale au devant de la classe. Là, c'est un peu contraire au discours. Hein. On dit, il faut travailler en équipe, etc. Puis on vous met un tableau blanc, puis l'enseignant, il présente de façon magistrale. Imaginez-vous un peu, il y a une école secondaire à Montréal qui les a tous vendus. Et pourquoi? Bien, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Pas parce que l'outil n'était pas bon nécessairement, mais imaginez-vous, c'est peut-être plus petit que la télévision que la plupart des adolescents ont dans leur salon. Hein? Ils sont assis dans une longue classe, ils n'aiment pas déjà l'école, et là, toute la journée, ils sont assis à regarder cette télévision en tout petit en salle de classe. Bien, pour les élèves, ce n'est pas nécessairement motivant. Donc, on reviendra sur ces constats-là, mais ce qu'on a fait, nous, on a fait plusieurs enquêtes, mais je vous présente de façon très sommaire les résultats de 2 de ces enquêtes. Et les objectifs de ces enquêtes, on voulait connaître, tant pour le iPad que pour les tableaux blancs interactifs, les usages, les avantages et les défis. Là, peut-être juste une parenthèse, vous allez me dire, pourquoi l'iPad, pourquoi pas d'autres tablettes? Bien, parce que c'était la tablette qui était la plus présente dans les écoles. Les autres, c'était très minime. Donc, on a étudié ce qui était présent dans les salles de classe. On n'a pas de part chez Apple, malheureusement, mais c'est comme ça. Aux États-Unis aussi, c'est la tablette la plus présente dans les salles de classe. C'est aussi la tablette qui a le plus d'applications éducatives, etc. Et Apple s'est quand même soucié de l'éducation pendant longtemps. Ils ont une section éducative, ce que les autres fournisseurs électroniques ne peuvent pas nécessairement se vanter d'avoir. Et ils n'ont pas besoin nécessairement des écoles pour, je pense, leur image ou leur marge de profit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au début? On a fait une synthèse des recherches. On s'est demandé, avant de se lancer dans notre recherche, qu'est-ce qu'on connaît des recherches sur l'iPad et après ça sur le TBI. Sur le iPad, là, puis là, peut-être ceux et celles qui sont au doctorat, il faut faire preuve d'esprit critique. Il y en a qui se disent spécialistes du iPad en éducation depuis 10 ans. Hein, non. Hein? Ça a été inventé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Alors, donc, ce n'était pas dans les écoles avant ça. Donc, ceux qui ont publié des choses il y a 10 ans sur le iPad, bien, excusez-moi, mais ça n'a pas sa place. Hein? Il faut douter un petit peu de ce qui est écrit là-dessus. Donc, il y a peu de recherches. C'est normal, c'est nouveau dans les écoles. On ne pourrait pas dire qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Parmi les recherches, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que c'est l'expérience de lecture, et je résume, hein, des principaux résultats. L'expérience de lecture est intéressante et on remarque aussi que en sciences, en mathématiques par exemple, pour l'apprentissage ou la visualisation de certains concepts, ça peut être bon. On remarque aussi que pour les élèves qui ont des difficultés, ça peut être bon aussi. Mais là encore, si vous allez voir les recherches, écoutez, vous avez un élève qui a des problèmes à l'école, on ne lui donne pas d'outils, puis on lui donne un iPad. Puis on vous dit qu'il va être meilleur avec l'iPad. Bien, donnez-lui un dictionnaire, donnez-lui 5 livres, donnez-lui un ordinateur. Je pense qu'avec des outils, on est meilleur. Donc, certaines de ces études-là, bon, c'est à nuancer aussi. Mais, grosso modo, pour visualiser des choses, c'est intéressant. Et l'expérience de lecture, vous savez, on parle de semaines de lecture au Québec, etc. Les élèves lisent peu, mais avec le iPad, et on a rencontré des enseignants qui nous l'ont dit, les élèves nous l'ont dit aussi, l'expérience de lecture est intéressante. Donc ça, c'est ce que les recherches en disent. Au niveau
du tableau blanc interactif, qu'est-ce que les recherches nous ont dit? Hein? Et qu'est-ce qu'on sait de ça? Bien là, encore une fois, il y a eu plusieurs recherches là-dessus. Je vous dirais plusieurs recherches contradictoires. Une chose est, je vous dirais, certaine, c'est qu'on remarque que les élèves sont plus motivés à court terme. Et là, je vais vous raconter quelques anecdotes parce qu'on est allé dans des salles de classe. Je suis allé dans des salles de classe. Il y avait des élèves qui étaient excités. Leur tableau blanc interactif n'était même pas allumé encore. Il n'était pas branché électriquement. Mais ils étaient déjà excités d'avoir le tableau. J'ai dit, mais vous n'avez rien fait encore? Non, ils n'ont rien fait. Mais ils étaient excités, il était là, le tableau. OK. Donc, juste le fait d'avoir le tableau, déjà, c'est motivant. Pourquoi les recherches parlent de motivation à court terme? Bien, on a visité des classes, on a interrogé des élèves et des enseignants. Bien, imaginez-vous un peu, tu apprends sur une télévision qui est petite et tu es en salle de classe, puis quand ça fait 3 mois, la motivation, là, hein, ça fond tranquillement. Donc, motivation des élèves à court terme et présentation de certains concepts. Donc, c'est sûr qu'un tableau blanc interactif versus un tableau vert à la craie, c'est plus beau. Tu peux mettre des images, des vidéos, des choses comme ça. Donc, pour présenter des choses, c'est plus attrayant. L'apprentissage, il y a des recherches qui disent que ça favorise l'apprentissage. Il y a des recherches qui disent que non. Hein? Et moi, je me questionne quand même. Je me dis, avant de prendre une décision, d'en mettre partout dans les salles de classe, je me serais posé peut-être plus de questions. Hein? Et je vous fais une parenthèse. On a ce qu'on appelle des tests internationaux en éducation, des tests qu'on appelle PISA, qui sont gérés par l'OCDE. Et le pays, je pense, qui est champion du monde dans les tableaux blancs interactifs, c'est l'Angleterre. Ils en ont, là, toutes leurs salles de classe au primaire et une bonne partie de leurs salles de classe au secondaire sont équipées. Fait que moi, je me dis, avant de me lancer dans le tableau blanc, j'aurais regardé comment ça se passe dans ces autres pays qui ont pas le iPad, qui ont le tableau blanc interactif. Bien, quand on regarde dans le classement mondial, le Canada, on est 3e, on n'avait pas de tableau blanc à l'époque. L'Angleterre, qui en a depuis 10 ans, ils sont 20e. Là, je me dis, c'est quand même étrange, hein? On va aller copier quelqu'un qui est 20e. Hein? Donc, le lien sur l'apprentissage, ce n'est pas aussi simple que ça, mais il y a des recherches qui disent que oui, il y a beaucoup de recherches qui disent que non. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de résultat clair. Mais ce qui est certain, c'est que les pays qui l'ont implanté depuis longtemps, bien, ils ne réussissent pas mieux dans les tests internationaux. Méthodologie, qu'est-ce qu'on a fait? Écoutez, pour les 2 projets, on a recruté des écoles, on a recruté des commissions scolaires et à partir de ce recrutement, on a été en mesure de mettre en place une recherche. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour les 2 recherches, iPad ou tableau blanc interactif, on a fait plus ou moins la même méthodologie. On a fait un questionnaire pour les élèves, pour les enseignants, on a fait des entrevues individuelles et de groupe et on est allé en salle de classe filmer. C'est ce qu'on a fait pour les 2 recherches. Donc, pourquoi on fait tout ça? Pour avoir l'opinion d'un maximum d'élèves. Donc, avec un questionnaire, par exemple, on peut rejoindre facilement des milliers d'élèves, des centaines d'enseignants. Des entrevues, ça prend plus de temps, on en fait moins. Des entrevues de groupe, on en fait moins aussi parce que ça prend plus de temps. Mais ce sont toutes des méthodes intéressantes qui permettent de mieux comprendre les usages, les avantages et les défis liés au iPad ou au tableau blanc interactif. Donc, je vous présente rapidement les principaux résultats et je vais commencer par le iPad. Alors, si jamais vous voulez avoir un complément de résultats, je vous invite à aller voir sur mon site personnel. On a fait l'an dernier un panel de 9 élèves qui donnent leur opinion sur les iPads. Et ça, c'est très révélateur, vous savez, d'aller questionner les jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment. Trop souvent en éducation, on ne va pas voir les jeunes, puis on dit que ça va être bon pour eux. Nous, on est allé voir les jeunes directement, leur demander qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc, c'est juste une parenthèse. Les participants, pour l'enquête sur iPad, on a eu un peu plus de 6 000 élèves et 300 enseignants. On a regardé les usages, quels usages ils faisaient de l'iPad. On s'est rendu compte peut-être rapidement que les élèves avaient plus d'expérience avec l'iPad avant de commencer l'expérience scolaire, donc avant d'avoir leur iPad à l'école, que les enseignants. Hein? Il y avait moins d'enseignants qui avaient utilisé l'iPad que les élèves. Ça fait sonner quelque chose. Il y a eu certaines écoles, ils ont fait erreur. Ils ont donné l'iPad aux élèves en même temps qu'aux enseignants. Imaginez-vous, là, les 2, ils l'ont en même temps. Il y en a déjà un qui est meilleur, et là, hein, ça déboule. Un autre résultat que je trouve particulièrement intéressant, ce qu'on se rend compte, c'est que le iPad en salle de classe, là, il est quand même beaucoup utilisé dans les écoles où c'est obligatoire. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est peut-être pas tant que ça, c'est 30 minutes en moyenne, etc., sur une classe, une période de 60 minutes, donc la moitié du temps. » Moi, je vous dis, mon opinion personnelle, c'est beaucoup. L'ordinateur en salle de classe, ça fait 30 ans que ça existe. 30 ans qu'il y a l'ordinateur en salle de classe et on n'arrive pas à des scores comme ça aussi rapidement. Ça, ce sont des résultats
après quelques mois. Donc, après quelques mois d'avoir un outil comme l'iPad en salle de classe, c'est déjà beaucoup utilisé. Moi, je vois ça de façon très, très, très positive quand même. On a posé plusieurs questions aux élèves. On leur a demandé, c'est quoi les applications éducatives que tu utilises? Alors, on a reproduit avec l'iPad en partie la salle de classe traditionnelle. Avant, on avait un manuel scolaire. Là, on a un manuel scolaire sur iPad. Hein? Et avec certains logiciels qui permettent de noter, de prendre des notes sur les documents ou les manuels scolaires, des logiciels qui nous permettent d'écrire, de faire des présentations, etc. Mais on se rend compte que le manuel scolaire occupe énormément, énormément de place. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité en salle de classe. Hein? Ils font des travaux, ils font de la recherche sur Internet, ils vont même jouer à des jeux en salle de classe. Et ça, on a parlé d'usage officiel en salle de classe. On prend des notes et là, ça diminue tranquillement. Mais on se rend compte que travailler en salle de classe, c'est ça. À la maison, et là, c'est un clin d'œil peut-être pour les parents, parce que les parents, des fois, ils sont contents. Ils disent, ah, l'élève va leur dire, je fais mes devoirs, j'ai mon iPad de l'école. Mais non. Hein? Les devoirs, ça occupe peut-être, là, quand on regarde ça ici, là, environ là, 24 % du temps. Tout le reste, c'est social et loisirs. Alors, le reste, l'autre 75 % du temps, c'est social et loisirs. Il y a un élève qui nous disait, en entrevue de groupe, celle qui est en vidéo dont je vous ai parlé tantôt, avant l'iPad, je ne sortais jamais mes cahiers une fois que mes devoirs étaient terminés. Maintenant, avec l'iPad, ben, mon iPad il est toujours sorti. Je dors avec presque. Donc, l'iPad il est toujours sorti. Mais 25 % du temps au moins, usage scolaire. Le reste, c'est des usages que je qualifierais de sociaux, ludiques, etc. L'enquête, après quelques mois d'usage du iPad en salle de classe, nous a révélé 12 avantages principaux. Mais moi, je vous dirais qu'avec l'usage, il va en avoir beaucoup d'autres. Donc, ce sont 12 avantages, mais 12 avantages après une courte période d'usage. Imaginez-vous dans quelques années. Donc, d'abord, c'est portable. Hein? On a tous ces livres partout en tout temps, hein? Tous ces manuels scolaires. On peut les traîner, plus de papier à traîner, plus de livres à porter. Et surtout au secondaire, il faut comprendre que il y a des élèves au secondaire qui ont jusqu'à 12 matières différentes. Le sac à dos, il devient très lourd dans ce temps-là. Alors là, tout peut être réuni dans un iPad. L'accès à l'information, c'est quelque chose de très apprécié par les élèves et par les enseignants aussi. Juste pour caricaturer la différence entre le tableau blanc et le iPad, c'est que chaque élève a l'impression d'avoir son propre tableau blanc avec le iPad. Pour lui, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc, l'accès à l'information, à Google Earth, à peu importe, mais l'accès à l'information est quelque chose de majeur pour eux. L'accès aux manuels scolaires en tout temps, et là encore peut-être un petit clin d'œil, certains manuels scolaires, il fallait être branchés sur Internet. Imaginez-vous un peu, on rencontre des enseignants de français qui nous disent, ben là, Internet ne marchait pas, c'est comme si mes 32 élèves perdaient leurs livres tous en même temps. Pouf, il n'y a plus de livres. Qu'est-ce que je fais en salle de classe? Hein? Donc, il faut, pour les éditeurs scolaires, il faut viser des manuels scolaires qui soient accessibles, pas juste quand Internet est là, hors ligne aussi, donc on peut se les télécharger et y avoir accès. La motivation, c'est quelque chose de majeur. On a rencontré plusieurs élèves en entrevue lors des questionnaires, etc. et tous étaient captivés, passionnés par l'iPad. Il y en a même une dans l'entrevue de groupe, elle m'a bien fait rire. On lui a demandé, est-ce que tu apprends avec ça? Elle dit non. Je dis, est-ce qu'on peut te l'enlever? Elle dit, ah non, certainement pas. Hein? Elle a qualifié son iPad de son précieux. Elle dit là, tu sais, elle dit, je ne peux plus m'en passer maintenant. La facilité à prendre des notes. Hein? On a des documents, on peut prendre des notes avec divers outils en format PDF, et donc on peut annoter comme ça ces documents, etc. La facilité à organiser son travail. Même si ça pose des défis au début, finalement, l'idée de devoir tout mettre ses cours dans des boîtes et de classer ça, etc., les élèves, ça leur apprend à mieux s'organiser et on perd moins de documents. La qualité des présentations. C'est sûr que c'est plus beau. Hein? Tu fais ça avec l'iPad, même quand tu es moins bon des fois, avec les logiciels de présentation, etc., tout a l'air plus bon. Certains pensent qu'avec l'iPad, les élèves ne collaboraient pas, mais c'est faux. La collaboration était accrue aussi. On collabore plus. On s'aide pour les devoirs, on se pose des questions, on s'échange des choses, etc. On devient plus créatif pour deux raisons. Pourquoi? Parce que d'abord, on peut aller voir des choses sur Internet et en plus, en voyant des choses, ben, on peut les améliorer, les bonifier pour faire quelque chose d'un peu mieux. La variété des ressources est quelque chose d'important aussi. Donc, la variété des ressources, c'était quelque chose qui était très, très, très apprécié des élèves. On a aussi la possibilité d'aller à son rythme. L'économie de papier. Imaginez-vous toutes les photocopies qu'on fait au secondaire. Et donc, l'économie de papier, c'était quelque chose de majeur. On a ensuite de ça les compétences informatiques. Les élèves sont devenus meilleurs sur le plan informatique. Pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient accès
un iPad au quotidien. Ils ont appris plusieurs habiletés. Des habiletés informatiques, tant pour trouver des stratégies pour trouver une façon d'avoir accès à Facebook quand l'école le fermait, que d'autres habiletés informatiques en général. Le iPad est venu aussi en salle de classe, je dirais, avec son lot de défis. Par exemple, la distraction, c'était quelque chose de majeur. Vous savez, les élèves, première, secondaire, ils sont jeunes, ils reçoivent leur iPad, ils découvrent le e-message. Ce n'est pas tout le monde qui a des textos à cet âge-là. Et il y a eu une publicité d'Apple qui résume bien un peu certains des résultats de recherche. Message sans limite, fun sans limite, c'est vraiment ce que les élèves avaient. Les élèves ont rapporté en entrevue de groupe, certains recevoir 400, d'autres 800 messages dans une seule journée avec leur iPad. Donc, c'est certain que tu es en classe, tu as 400, 800 messages, source de distraction majeure. La gestion de classe, pour les enseignants, des fois, c'était un avantage. Vous savez, si vous êtes déjà allé dans des salles de classe, peut-être des élèves de 5e, 6e année ou secondaire, c'est bruyant quand tu rentres. Mais là, avec l'iPad, c'était le silence absolu. Dans la salle de classe, c'est silencieux. Tout le monde est sur son iPad. Mais des fois, ça interpelle. Ça veut dire, on a les élèves qui arrivent à l'école le matin, la tête baissée sur leur iPad. À la récréation, là, c'est le silence. Plus de bruit à la récréation, on est sur son iPad. En salle de classe, on est sur son iPad. Donc, oui, la gestion de classe peut être facilitée, mais en même temps, c'est un problème. Le problème qu'on a revu le plus souvent, c'est les élèves qui sont sur Facebook, qui sont sur autre chose que sur le contenu de cours. Alors ça, la distraction, c'est quelque chose de majeur. Est-ce qu'on peut blâmer les élèves? Non, c'est tentant pour les élèves. Tu as 500 000 amis virtuels à un clic, puis tu as un prof devant qui parle. Donc, il faut se poser des questions autour de ça. La planification, c'est un défi pour les enseignants. Ce n'est pas simple pour eux, c'est nouveau. On a eu des enseignants de français qui ont fait acheter des dictionnaires papier. Il y a des enseignants de français, pourtant le dictionnaire est disponible dans l'iPad, mais là, on est pris avec la nouveauté et son modèle traditionnel d'enseignement. Il y a eu des enseignants de mathématiques qui ont fait acheter des calculatrices, comme si l'iPad ne contenait pas des calculatrices gratuites, etc. Il y en a pour qui c'était la course aux applications. Est-ce que ça me prend une application pour tout faire? La gestion des travaux des élèves a été un calvaire au début. On a mal planifié le coup. Il y en a qui ont envoyé les travaux par iMessage, l'autre il a envoyé ça par courriel, l'autre a envoyé ça par Dropbox. Là, les enseignants ne savaient plus où étaient les travaux. Et au secondaire, il faut être conscient qu'on a beaucoup d'élèves. On a 120, des fois, selon certaines matières, jusqu'à plus de 300 élèves. Alors, c'est immense. Et les enseignants avaient, et c'est normal, je dirais, parce que c'est nouveau comme expérience, une méconnaissance des ressources disponibles. Un autre désavantage majeur qu'on a remarqué, c'est l'apprentissage de l'écriture. iPad, c'est un outil qui a un potentiel, mais pour écrire, ce n'est pas comme un ordinateur. Il n'y a pas un logiciel qui va servir de correction, qui va te poser des questions, autre qu'un correcteur qui est l'équivalent du correcteur qu'on a sur son téléphone cellulaire, qui va corriger des mots comme quand on envoie des textos. Donc, l'apprentissage de l'écriture, surtout pour des longs textes, c'est quelque chose qui est peut-être plus délicat, en tout cas dans l'état actuel du iPad et des outils actuels. On a demandé aux enseignants des recommandations. Alors, parmi les principales recommandations, ils veulent être plus formés, ils veulent du temps aussi. Et ça, ce sont des recommandations qu'on retrouve dans beaucoup de projets. Donc, le temps jumelé à des formations. Juste une formation, c'est pas assez, on veut du temps de libération aussi. Et d'autres recommandations, par exemple, avoir une politique d'usage pour qu'on puisse baliser un peu les usages des élèves. Moi, je vous dirais que parmi les écoles qui ont participé au projet, celle où ça s'est le mieux passé, c'est celle où est-ce qu'on n'a fermé ni Facebook ni YouTube. On a laissé ça ouvert. Pas pour que les élèves aillent dessus en tout temps, pour tenter de sensibiliser les élèves aux défis que ça pose en salle de classe. Les écoles où ça s'est le moins bien passé, on a tenté de fermer ça. Les élèves ont passé leur temps à réouvrir la chose. Et ils étaient très efficaces pour trouver des stratégies. Donc, l'école dépense des sous pour fermer YouTube, Facebook. Les élèves, en quelques minutes des fois, malheureusement pour l'école, trouvent des stratégies. Donc, ils réouvrent ça. Et donc, on passe notre temps, on perd du temps à faire ça. Dans d'autres écoles, ils ont laissé ouvert. Ils ont tenté de mettre en place une politique de sensibiliser les élèves. On a remarqué aussi dans l'enquête que beaucoup d'enseignants faisaient acheter des livres papier qui étaient disponibles gratuitement sur le iPad, dans un contexte où les élèves n'aiment pas lire. Mais encore une fois, on ne peut pas blâmer les enseignants. C'est nouveau le iPad à l'école. Alors, donc, la transition, elle prend du temps. Donc, pour l'instant, les enseignants, ils gardaient leur modèle traditionnel. On faisait acheter un dictionnaire, une calculatrice, des livres papier. Et je suppose qu'éventuellement, on va aller vers les livres électroniques. Globalement, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est apprécié, c'est quand même satisfaisant.
ça l'est peut-être, je dirais, plus pour les élèves qui ne voudraient plus passer de l'iPad que ça ne l'est pour les enseignants. Et on leur a demandé de résumer leur expérience en un mot, mais il y a très peu d'élèves qui vont parler d'apprentissage. C'est cool, c'est le fun, c'est motivant, c'est utile, mais certains vont même dire inutile, mais très peu vont parler d'apprentissage à l'école. Je passe du iPad au TBI, et là, je vais vous présenter les résultats de façon encore beaucoup plus succincte à cause du temps dont on dispose. Donc, là, encore une fois, on a eu un grand nombre de participants, presque 6 000 élèves, un peu plus que 300 enseignants. Et je vais vous parler de certaines choses et je vais vous amener peut-être à réaliser certains liens avec le iPad. Donc, est-ce que c'est utilisé? Bien là, c'est largement utilisé aussi encore. Mais là, il faut quand même y penser. Tu arrives dans la classe, le tableau, il est allumé. Donc, il est allumé, il est là, mais utilisé, il y aurait lieu de nuancer ça. Par contre, un résultat qui interpelle plus, est-ce que c'est utilisé par l'élève? Non. Ça nous dit quoi comme résultat? Ça veut dire que l'élève, il reste assis le plus souvent, il vient rarement à l'avant de la classe. Et donc, l'élève, il est passif en classe, il est peu engagé. Donc, c'est utilisé par l'enseignant, oui, mais par l'élève, là, c'est pas très souvent. Hein? Ceux qui disent souvent, c'est 1% de presque 6 000 élèves qui ont répondu. C'est très peu. Quand on regarde les types d'usages, il y a plusieurs usages qui sont faits du tableau blanc interactif. On peut voir, on peut visionner des choses, on voit des notes de cours, on fait des activités interactives ou des jeux. Il y a plusieurs choses qui sont faites au tableau blanc interactif, une variété d'usages scolaires. Quand on regarde les impacts, et je vais passer juste par-dessus certains résultats, il y a eu beaucoup d'avantages. On a accès à Internet, hein? On a un support visuel incroyable. Les élèves sont motivés, surtout en début d'année, je rajouterais. Une variété d'outils, l'interactivité des fois, on gagne du temps parce qu'on est organisé, donc on peut reprendre son cours d'une leçon à l'autre. L'attention des élèves. C'est sûr, quand on compare un tableau interactif en couleur versus un tableau vert, bien, les élèves, ils aiment ça. En entrevue de groupe, les élèves l'ont dit aussi. Avant, j'avais un tableau vert, là, j'ai une grande télé. Bien, la grande télé, c'est plus stimulant pour moi. Au niveau de l'apprentissage, la même chose, plusieurs avantages liés à l'apprentissage. Les défis, les problèmes qu'on rencontre, les problèmes techniques sont très présents. Ça prend du temps aussi. Hein? Et ensuite de ça, il y a l'idée de dépendance. Et je parlais à des enseignants lundi dernier qui disaient c'est difficile au secondaire. Tu planifies ton cours et là, il ne marche pas pour le deuxième cours. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas refaire le même cours avec l'autre groupe. Donc, tu as un groupe qui est décalé. Ça crée toutes sortes de problèmes pour les enseignants qui sont complexes pour eux. Donc, ça les oblige à avoir un plan B. Des fois, ça double leur travail de planification. Peut-être pour boucler ça, il y a des résultats statistiques très, très, très intéressants qu'on a découverts. Donc, plusieurs avantages, je l'ai dit tantôt, mais ce qu'on remarque comme avantage qui me semble très, très, très intéressant, c'est que plus les enseignants amènent les élèves au devant de la classe, plus il y a des résultats positifs. Hein? Moins tu les amènes devant la classe, moins les élèves sont motivés, moins ils ont l'impression d'apprendre plus, etc. Donc, tu les amènes devant la classe, ils vont avoir une perception de meilleurs résultats, d'une plus grande motivation et d'une plus grande créativité, notamment. Donc, l'idée d'amener les élèves, de les engager plus dans la leçon, pour eux, ça a des conséquences positives. En conclusion de ces deux enquêtes, donc, moi, je vous dirais, tant pour les iPads que pour les TBI, pour les deux types d'innovation, pas juste pour un, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, la liste des avantages selon notre enquête va dépasser largement celle des défis. Donc, il y a plus d'avantages que de défis. Ce n'est pas un bilan noir, c'est un bilan qui est nuancé, mais même nuancé, les avantages sont quand même supérieurs. Même si le tableau blanc interactif, je l'ai dit, il y a beaucoup d'enseignants qui sont devant la classe à enseigner comme ça de façon magistrale. Ils sont organisés, il y a des ressources en couleur, il y a des images. C'est quand même plus intéressant pour les élèves, c'est plus organisé. Mais il y a des questions qu'il faut se poser aussi. Il y a des questions d'équité. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la société? Bien, il y a beaucoup plus d'écoles privées qu'écoles publiques qui ont mis des iPads en place. Donc, il y a une différence entre deux catégories d'élèves. Hein? Et il faut aussi jamais perdre de vue, je dirais, la mission de l'école. Hein? Des fois, on oublie ça. Donc, on met des technologies en place, c'est beau, c'est le fun. Et je vous dirais que j'ai rencontré trois types d'enseignants. Ceux qui sont très enthousiastes, hein, les techno-enthousiastes, on va les appeler, sont contents de « Ah, c'est beau, c'est le fun, les technologies ». Ceux-là, je ne veux pas être méchant, mais j'ai l'impression des fois qu'ils pensent qu'on s'assoit sur l'iPad puis on apprend. Hein? Ça s'arrête là.
Puis il y a des autres, là, eux, sont contre toutes les technologies. Moi, je vous dirais que ça va être plutôt important de réfléchir à tout ça. Parce que en bout de ligne, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les technologies qui ont un impact sur l'apprentissage, mais c'est plutôt les usages réfléchis que l'on en fait. Donc, les technologies sont là, elles ont un potentiel et c'est vraiment les usages qui vont faire une différence chez les élèves, chez les enseignants. Donc, le potentiel, il est là. Il y a beaucoup de fonctionnalités dans ces outils-là qui permettent de faire plein de choses, mais c'est ce que tu fais en salle de classe, c'est ce qu'on fait en salle de classe qui aura une différence. Et il faut aussi un contexte pour que ça marche. Il faut un contexte pour que ce potentiel soit actualisé. Il faut, et là c'est peut-être en lien avec les tableaux blancs interactifs, si tu imposes à quelqu'un une technologie, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, comme dans certaines salles de classe, ils vont ramener un tableau vert sur roulette par-dessus. On leur forcé trop la technologie. Donc, il faut le désir de les utiliser. Je dis à des fins éducatives, je l'ai souligné parce que c'est pour vous, parce que dans trop de salles de classe du primaire, vous savez, les jeunes, ils jouent tellement à la maison avec les technologies, ils n'ont pas besoin à l'école de jouer avec les technologies. Ça ne sert à rien. À l'école, au primaire, ce qu'on retrouve le plus souvent comme modèle, tu as fini ton travail, tu as le droit d'aller jouer à l'ordinateur. Je me dis, mon Dieu, quelle horreur! Quelle erreur! Il faut éliminer ça. Les jeunes passent tellement d'heures à jouer, et même ils vont même jouer en classe sans être autorisés à jouer. Si en plus de ça, on joue à l'école, on a complètement raté notre mission. Il faut leur faire prendre conscience que les technologies sont là à l'école pour nous faire apprendre. Donc, les types d'usages, tant par les élèves que par l'enseignant, sont importants. Il y a longtemps, on parlait d'une fracture numérique entre ceux qui avaient des ordinateurs et ceux qui n'en avaient pas. Moi, je vous dis maintenant qu'il y a une nouvelle fracture numérique. C'est ceux qui font des usages pour apprendre et ceux qui restent encore dans les usages plus ludiques, je dirais. Alors voilà. Donc, ça résume. On ouvre la porte aux questions. Maintenant, je ne sais pas ce que les autres, d'ailleurs, ont entendu ou pas entendu. On va leur remettre le sang aussi.